Bonjour, bienvenue sur Droit Friendly. Alors aujourd'hui, un petit point d'actualité juridique en droit de la famille. Entrons dans le vif du sujet avec une question. Qui peut avoir recours à la PMA aujourd'hui en France? Tout d'abord, qu'est-ce que la PMA? La PMA est la procréation médicalement assistée, qu'il ne faut pas confondre avec la GPA, la gestation pour autrui. La PMA correspond à un ensemble de techniques médicales qui permet à une femme de tomber enceinte, alors que la GPA, c'est le fait de recourir à une personne tierce au couple, donc une femme qu'on appellera une mère porteuse, pour justement concevoir un enfant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, en France, la GPA est interdite. Par contre, la PMA est autorisée, et ce, sous certaines conditions. Il faut notamment être un couple, il faut que ce couple soit hétérosexuel, peu importe la forme d'union qu'il a choisie, qu'il s'agisse du pax, du concubinage ou du mariage. Il faut également que ce couple soit en âge de procréer et qu'il présente des difficultés pour concevoir un enfant. Donc, à l'heure actuelle, la PMA n'est pas possible pour les couples de femmes homosexuelles et les femmes célibataires. Alors attention, je ne suis pas en train de faire une discrimination à l'encontre des hommes lorsque je dis cela. C'est simplement que la PMA consiste, comme je vous l'ai dit, à faire tomber enceinte une femme qui appartient au couple et non une femme tierce au couple. Deux hommes ne pouvant tomber enceintes, il leur faut nécessairement recourir à une femme tierce au couple pour concevoir un enfant. C'est ce qui s'appelle la GPA. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, la GPA est interdite à ce jour en France. Alors, quelle est l'actualité juridique autour justement de la PMA? Justement, par un projet de loi bioéthique en date du 24 juillet 2019, le gouvernement a proposé l'ouverture de la PMA aux femmes en couple, donc aux couples de femmes, peu importe qu'elles soient mariées ou non, et aux femmes célibataires. C'est ce que prévoit l'article du projet de loi, l'article L 2141-2 du Code de la santé publique. Alors tout d'abord, le projet de loi prévoit l'introduction de nouveaux articles, notamment les articles 342-9 à 342-12 du Code civil, pour créer un nouveau mode d'établissement de la filiation, donc spécifique à ce type de PMA. Ce nouveau mode d'établissement de la filiation s'appellerait la déclaration anticipée de volonté. Établie devant le notaire, elle consiste à affirmer la volonté de devenir les parents de l'enfant issu de la PMA. C'est ce que prévoient notamment les articles 342-9 à 342-10 du Code civil du projet. En pratique, lors de la naissance de l'enfant, les parents remettront donc la déclaration anticipée de volonté à l'officier d'état civil aux fins d'établir l'acte de naissance de l'enfant. Cette filiation, une fois établie par cette déclaration, aura pour effet, justement, d'établir la filiation de l'enfant à l'égard de la mère qui accouche et de l'autre femme, donc l'autre parent. C'est ce que prévoit l'article 342-11 du Code civil. Autre point, le droit pour l'enfant issu de la PMA d'avoir accès aux informations identifiantes relatives au tiers donneur, puisque un couple de femmes aura nécessairement recours à un donneur au moins de sperme pour pouvoir concevoir l'enfant. C'est ce que prévoit donc l'article L 2143-2 du Code de la santé publique du projet de loi. Donc, l'enfant qui voudra avoir accès aux informations relatives au donneur, mais qui sont non identifiantes, qui ne permettront pas donc de l'identifier directement. Eh bien, cet enfant, à sa majorité, devra saisir la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pour se voir communiquer des informations telles que celles relatives à l'âge du donneur, son état général au moment du don, ses caractéristiques physiques, son pays d'origine, sa situation professionnelle. Il faut voir aussi qu'un autre point est garanti ici, c'est l'anonymat du tiers donneur.
À ce titre, cela signifie qu'il devra donner au moment, ou du moins avant le don, il devra donner son consentement également à la communication de ces informations sur sa personne. C'est ce que prévoit l'article L 2143-2 alinéa 2 du projet concernant le Code de la santé publique. Comment apprécier juridiquement cette actualité juridique? Alors, là, je tiens à vous prévenir. Je tiens à préciser ici qu'en tant qu'étudiant en droit, qu'apprenti juriste, on ne vous demande pas dans vos copies de délivrer votre opinion politique, votre avis personnel sur la question. Pour un commentaire, une dissertation juridique, une note de synthèse, dans vos copies, vous devez réfléchir aux incidences juridiques d'un tel sujet. Vous devez donc vous interroger sur les incidences d'un tel sujet sur le droit positif. Comment va-t-il s'agencer avec le droit actuellement applicable? Vous devez donc avoir certaines connaissances qui vous permettent donc justement de faire un lien entre cette actualité et justement le droit applicable. Alors pour la PMA, donc les conditions de la PMA prévues dans ce projet, on peut dire déjà qu'il y a une volonté du gouvernement de balancer les intérêts en présence. D'un côté, on crée un nouveau mode de filiation, donc la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l'enfant issu de la PMA, pour garantir finalement un droit à la vie privée et familiale pour tous les types d'unions ou l'absence d'union pour les femmes célibataires, conformément à notamment l'article 8 de la CEDH. De la Convention européenne des droits de l'homme. De l'autre côté, on cherche toutefois à maintenir un peu de vérité biologique sur les circonstances de la filiation de l'enfant, justement en consacrant un droit à l'accès aux informations non identifiantes, bien sûr sous réserve du consentement sur la communication de ces données par le tiers donneur. Donc finalement, ce projet de réforme sur le point de la PMA va dans le sens de ce qu'on connaît déjà de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, petit rappel, que le droit conventionnel est dans la hiérarchie des normes au-dessus du droit interne, ce qui sous-entend que les juridictions, elles l'ont même reconnu, les juridictions internes et le législateur se doit de respecter le droit conventionnel et la jurisprudence qui découle de ce droit conventionnel, donc la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et celle-ci, à plusieurs reprises, s'agissant du sujet de la balance justement des intérêts en présence sur la question de l'anonymat par exemple du donneur, a eu l'occasion de se prononcer. Je pense notamment à deux arrêts, l'arrêt Godelli contre Italie et l'arrêt Audièvre contre France, dans lequel elle a justement affirmé qu'il était important de concilier à la fois le droit à l'anonymat finalement du donneur ou alors même de la femme accouchant sous X, avec le droit pour l'enfant d'accéder à ses origines. Et qu'à ce titre, il fallait prévoir en droit interne des mécanismes permettant justement aux enfants d'avoir accès à leurs origines. Bref, le projet, il faut le dire, veut quand même ici répondre, sur le point de la PMA, à une demande sociétale, à une pression qui vient finalement aussi de l'extérieur. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les femmes célibataires et les couples de femmes qui veulent avoir un enfant vont à l'étranger, généralement dans des pays frontaliers comme l'Espagne ou l'Italie, ou l'Espagne ou la Belgique, qui autorisent justement la PMA. Et qu'à ce titre, eh bien, il faut alors, en droit interne, régler la question du sort de la filiation de ces enfants issus de telles techniques qui ne sont à l'heure actuelle pas consacrées en France pour les femmes célibataires et les femmes en couple. Reste à savoir si ce projet de loi va être donc transformé en loi dans les prochains jours ou plutôt les prochains mois. Voilà, c'est tout pour ce point d'actualité juridique. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en avoir plus sur le sujet. À très bientôt!